Bonsoir à toutes et tous. Je suis Jonathan Paquin, je suis le directeur de l'École supérieure d'études internationales. Bienvenue à la toute première grande conférence Brian Mulroney et merci d'être présent en si grand nombre aujourd'hui avec nous. Les grandes conférences Brian Mulroney ont pour objectif de mettre en lumière des personnalités éminentes du domaine des relations internationales et aussi de célébrer le parcours exceptionnel de notre ancien premier ministre du Canada, M. Brian Mulroney. Ces conférences visent également à rassembler les acteurs clés de la grande région de Québec, issus des milieux d'affaires, gouvernementaux, associatifs, militaires et médiatiques, afin de discuter des enjeux internationaux qui touchent directement le Québec et le Canada. Ces conférences reflètent aussi l'esprit multidisciplinaire de l'École supérieure d'études internationales et elles nous permettent de nous projeter dans un futur pas si lointain où ces grandes conférences se dérouleront au sein du Carrefour international Brian Mulroney. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons ce soir l'honorable Bob Rae, ambassadeur et représentant permanent du Canada aux Nations unies. Nous le remercions chaleureusement d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur les défis internationaux auxquels le Canada est confronté, ainsi que sur le rôle des Nations unies dans un monde qui est devenu, on le sait, plus incertain et dangereux qu'il ne l'a été depuis des décennies. Je tiens également à saluer la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie D'Amour, M. Jean-François Simard, député de Montmorency, Mme Catherine Vallière-Roland, mairesse suppléante de la Ville de Québec et responsable des relations internationales, ainsi que M. Carl Viel, président directeur général de Québec International. Ces conférences Brian Mulroney sont organisées dans le cadre, du comité Québec Capitale internationale, qui regroupe le ministère des Relations internationales du Québec, ministère des Relations internationales et de la francophonie, j'allais oublier, la Ville de Québec, Québec international et l'Université Laval. Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence et pour votre soutien. Sans plus attendre, je cède la parole à la rectrice de notre université, Mme Sophie D'Amour. Merci Jonathan. Merci à vous tous et toutes d'être ici en si grand nombre. On disait tout à l'heure, Jonathan et moi, qu'à la prochaine conférence, on aura une plus grande salle. Donc, c'est quand même un beau problème. On doit très certainement reconnaître qu'on a un invité de marque et c'est pour nous un très grand honneur, M. Rae, de vous avoir avec nous, de pouvoir profiter de votre éclairage, de vous écouter et d'essayer de mieux comprendre ensemble ce qui se passe actuellement. Il y a des défis qui étaient là avant, il y a des défis nouveaux qui se présentent. Je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais il me semble que la semaine dernière, on l'a passé à écouter ou lire les nouvelles à toutes les heures. Il se passait quelque chose à toutes les heures. On était dans une dynamique qui nous a amenés à vivre à l'échelle du monde, à l'international, et très certainement à se poser beaucoup de questions. Alors, on est ravis aujourd'hui de vous avoir tous les deux, Jonathan et vous, M. Rae, pour apporter de l'éclairage, puis nous aider à nous élever, à prendre un peu de distance et à comprendre de façon plus globale toutes ces transformations qui s'accélèrent actuellement. Ce cycle de conférences porte le nom de Brian Mulroney, un homme d'État que vous avez tous connu, j'imagine, peut-être moins les plus jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, qui était une grande source d'inspiration pour notre université. C'est un diplômé de la faculté de droit de l'Université Laval, un leader qui était audacieux, rassembleur sur la scène mondiale et qui croyait profondément à la valeur de l'enseignement
de l'éducation et particulièrement de cette nécessité de comprendre ce qui se passe dans le monde, de cette nécessité de développer de l'appétit pour les grands enjeux internationaux. Et on est ravis de pouvoir, comme Jonathan l'a dit, d'avoir eu la chance de travailler avec M. Mulroney pour préparer un grand projet pour l'Université Laval, pour la région de Québec, le Carrefour international Brian Mulroney, qui va accueillir notre École supérieure en études internationales, qui va nous permettre de tenir des événements importants. Un jour, cette rencontre sera là, hein? Mais en attendant la construction, on va tenir cette rencontre ici. Et j'espère et j'ai bien hâte de pouvoir vous y retrouver tous ensemble, mais aussi de permettre à des étudiants et étudiantes qui ont envie d'une carrière internationale d'y étudier. Pourquoi on a misé sur l'international? Pourquoi pour l'université cette idée était importante? Je vous en aurais parlé il y a 2 ans. Vous auriez peut-être dit, quoi qu'on sortait de la pandémie puis qu'on avait quand même vécu un grand défi mondial collectif. Mais les temps étaient plus calmes, puis c'est pas évident pour tous que la géopolitique pouvait prendre une présence si importante comme on le voit aujourd'hui. Mais fait est que à l'université, on a toujours été très sensible à ces grands enjeux internationaux, puis on a toujours cru qu'il était important de développer une force en diplomatie, sous toutes ses formes. Et on souhaite aujourd'hui que nos étudiants et étudiantes soient exposés à ces grands enjeux le plus tôt possible. Que des étudiants universitaires, des diplômés universitaires qui démontrent de l'intérêt, qui ont une compétence, une connaissance dans ce domaine, peuvent faire de grandes choses et peuvent nous aider au Québec à prendre une place plus assumée, plus grande dans le monde. Alors, sans m'étendre, je veux encore vous remercier. Je vous invite à suivre les travaux et les propos de l'école, des chercheurs de l'École supérieure en études internationales, nos équipes. Et M. Rey, encore une fois, un grand merci d'être avec nous. Merci, Madame la rectrice. J'invite maintenant le député de Montmorency, M. Jean-François Simard, à prendre la parole. Alors, Monsieur l'ambassadeur, représentant du Canada à l'ONU, Madame la rectrice, Monsieur le consul général de France à Québec, mon cher Éric, Madame la mairesse suppléante, très chers amis, je ne vous vois pas tous, mais je suis très, très heureux d'être parmi vous dans le cadre de cette première grande conférence. Donc, c'est doublement une première. Et je me sens ici, Madame la rectrice, comme on se sent chez soi, à la maison, parce que j'ai eu la chance de faire mon doctorat ici à la faculté des sciences sociales et d'être, avant de devenir professeur à l'UQO, ici chargé de cours au département de relations industrielles. Donc, je me sens un peu en famille. Je remercie bien sûr l'École supérieure d'études internationales de l'université qui a eu la brillante idée d'organiser cette série de conférences et en tout particulier, bien sûr, son âme dirigeante, M. Paquin. Merci beaucoup pour votre invitation. Puis merci de nous inspirer et d'exercer le leadership que vous exercez avec autant de brio. Merci également au ministère des Relations internationales et de la francophonie, à Québec International, qui est représenté ce soir par M. Viel, que je salue, ainsi que la Ville de Québec, qui sont co-organisateurs de cet événement. Comme vous le savez, en juin 2022, le ministère des Relations internationales et de la francophonie annonçait l'octroi d'une subvention de 28 millions de dollars à l'Université Laval dans le cadre de la réalisation du Carrefour Brian Mulroney. Et comme universitaire et comme député de la région de Québec, c'est sans doute une des réalisations dont je suis le plus fier depuis mon arrivée en mandat. Ce pôle d'innovation en enseignement et en recherche pluridisciplinaire sur les enjeux internationaux ouvrira ses portes l'an prochain. Vous avez vu comme moi ce soir l'avancement des travaux, ça va bon train.
Et je crois que ce centre va donner véritablement un nouvel élan à la diplomatie dans la capitale nationale et un nouvel élan tout court à la capitale nationale, parce qu'on sait que finalement, la capitale nationale ne serait rien sans l'Université Laval, qui joue un rôle central. Alors, l'épicentre de tout ça sera bien sûr l'École supérieure d'études internationales, appuyée par de nouvelles chaires de recherche spécialisées. Par ces activités, le Carrefour contribuera à soutenir la politique internationale du Québec et ses intérêts dans le monde, et en plus de faire rayonner l'expertise québécoise au sein de grandes organisations internationales comme l'UNESCO, l'OCDE, je n'ose plus dire l'OMS, et l'OIF. Ce sera également un lieu privilégié pour la formation de diplomates et de spécialistes de haut niveau en relations internationales. Elle accueillera également, et je tiens à le souligner, l'Institut de la diplomatie du Québec, qui est également une nouveauté initiée par le gouvernement de François Legault. Et je tiens à saluer son directeur qui est ici, M. Daniel Lacroix. Bonjour, mon cher Daniel. Alors, on a souvent, donc, depuis le début de cette conférence, prononcé le nom de Brian Mulroney. Il me faut vous faire une confidence, Monsieur l'ambassadeur, et j'espère que ça restera entre nous, en famille. Je suis issu, un peu comme vous, par la bande, d'une famille très rouge. Et à l'âge de 16 ans, je me suis fait offrir une carte du Parti libéral du Canada et du Parti libéral du Québec par mon grand-père. Je n'avais pas vraiment le choix. C'était comme ça chez nous. Et j'ai commencé à militer avec Louis Duclos dans le comté fédéral de Montmorency, mon comté. À l'élection de 1984, et ça vous dit quelque chose, c'est l'élection de la fameuse victoire de Brian Mulroney. Alors, j'ai continué à militer au sein du Parti libéral du Canada pour devenir président des Jeunes libéraux. J'ai succédé à Denis Coderre. Je vous dis ça parce que, et je vous en fais la confession, il m'est arrivé souvent la nuit de me lever pour le détester. Il était bon, on l'enviait. Et il arrive parfois dans l'histoire des peuples, lorsqu'on laisse le temps au temps, il arrive parfois à travers une mise à distance critique, on reconnaisse toute l'importance d'un personnage. Et bien sûr, un de ses principaux legs a été capital, moi, dans mon cheminement politique. C'est ce qui a codifié tout mon engagement au cours des dernières années, l'accord du Lac-Meech, qui a subi, bien sûr, l'échec qu'on a connu, mais dont il n'était pas le responsable. Brian Mulroney est un bon agriculteur qui a semé, mais dont la moisson s'est fait voler par une tempête qu'il n'attendait pas. Et il y a un autre héritage de Brian Mulroney, que vous connaissez encore mieux que moi, qui est celui du multilatéralisme, qui est aussi aujourd'hui menacé par une autre tempête qu'on voit venir. Puis vous savez qu'en météo, chaque tempête porte un nom particulier. Et cette tempête, elle s'appelle Donald Trump. Et vous n'avez pas idée à quel point, Monsieur l'ambassadeur, la société québécoise se sent en confiance en sachant qu'il y a des femmes et des hommes comme vous dans des postes critiques pour la défendre dans des moments aussi critiques. Merci beaucoup d'être là. Alors, ce n'est pas banal ce soir que de recevoir, et c'était très, très bien pensé, Monsieur le directeur, je vous en félicite, que d'inviter Bob Rae, qui, en ses titres et fonctions, cumule sans doute le poste le plus important de toute la diplomatie canadienne. C'est pas peu dire. Vous commencez avec un coup de circuit. Depuis son entrée en fonction, en août 2020, Bob Rae a participé activement aux travaux de l'ONU. Il est reconnu comme tel. Il a été élu à la très prestigieuse et très convoitée présidence du Conseil économique et social pour l'année 2024-2025, devenant seulement le 3e Canadien à présider un organe des Nations unies, après, bien sûr, Lester B. Pearson et George Davidson. Et c'est comme si, M. Rae, permettez-moi l'analogie sportive, vous aviez ramené à Montréal la Coupe Stanley que nous attendions depuis tant d'années. Figure marquante de la scène politique canadienne, M. Rae a été premier ministre de l'Ontario de 1990 à 1995. En 2006, il s'est illustré lors de la course à la chefferie du Parti libéral du Canada, où il s'est imposé comme l'un des candidats favoris. Et je vous le disais tout à l'heure en privé,
je vous le redis en public, j'ai l'intime conviction que si vous aviez été élu à la chefferie du Parti libéral du Canada à cette époque, que vous auriez changé le destin de la nation canadienne. Par la suite, vous avez accompli, bien sûr, 2 mandats très remplis comme député à la Chambre des communes de 2008 à 2011, avant d'assumer les fonctions de chef intérimaire du Parti libéral de 2011 à 2013. Au mois d'octobre 2017, vous avez été envoyé spécial du Canada au Myanmar, où vous avez participé aux efforts diplomatiques visant à régler la crise dans l'État de Rakhine. En mars 2018, vous avez déposé un rapport sur cet enjeu intitulé « Tell them we are human ». En mars 2020, vous avez de nouveau été mandaté par le gouvernement du Canada afin d'étudier les enjeux humanitaires des réfugiés. À l'issue de cet autre mandat, vous avez rendu un nouveau rapport titré « A Global Pandemic Requires a Global Response ». Détenteur d'une maîtrise en philosophie et en politique en tant que boursier Rhodes, vous êtes également diplômé de la faculté de droit de l'Université de Toronto, où vous y avez enseigné, bien sûr, le droit, la politique et les politiques publiques. Outre plusieurs rapports gouvernementaux dont vous êtes l'auteur, vous avez également écrit 6 livres. Alors, sachant que j'allais venir vous voir, afin de me préparer, j'ai couru à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Nous n'avons que 4 de vos 6 livres. Mais rassurez-vous, j'ai commandé les 2 autres. J'attire l'attention du grand public sur un livre que vous avez publié en français, « Prospérité et bien commun », que j'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt. Et j'aimerais peut-être vous sortir 2 petites phrases qui présentent et résument à quel point l'homme que nous avons devant nous est un ami du Québec. D'abord, commençons comme ça, un ami du Québec. Et vous dites dans l'introduction de votre livre, et ça va me prendre mes lunettes, « Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le fédéralisme canadien ne pourrait pas être adapté et amélioré pour répondre aux aspirations du Québec. » Et vous avez toujours été, même du temps où vous étiez premier ministre de l'Ontario et partisan de l'accord du Lac-Meach, vous avez toujours été un ami du Québec et vous nous le reconfirmez ce soir par votre présence. Je tiens également à vous partager cette phrase de quelques mots. Je vous dirai pourquoi par la suite. « Je n'ai plus la même perspective que naguère, mais je n'ai pas renoncé à mes engagements. » Et nous avons devant nous, je vous cite cette phrase parce que nous avons devant nous un homme qui a 50 ans d'engagement politique dans le corps. Il ne les fait pas, mais il les a. Comme militant, comme élu, sur la scène provinciale, sur la scène fédérale, sur la scène internationale. Cette phrase témoigne de la résilience d'un homme, de sa capacité de continuité. Cette phrase témoigne aussi d'un homme qui a su se reconstruire à travers les échecs qu'il aura pu rencontrer dans sa vie, comme tant de personnes en politique peuvent rencontrer des échecs. Bob Rae ne s'est pas arrêté sur ses échecs. Il a continué, il a persévéré, il a grandi. Alors, M. Rae est membre du Conseil privé, compagnon de l'Ordre du Canada, membre de l'Ordre de l'Ontario et titulaire de nombreux prix et diplômes honorifiques décernés par des institutions au Canada et dans le monde entier. Il est le père de 3 filles, de 6 petits-enfants. J'aimerais en profiter pour souligner l'apport exceptionnel, mais vraiment exceptionnel et rare de sa famille au service public et à la diplomatie canadienne, dont le père Saul est l'un des plus éminents pionniers. Après avoir été l'un des premiers diplomates en poste à Paris, il a notamment précédé son fils comme ambassadeur aux Nations unies, tant à Genève qu'à New York. Aujourd'hui, Bob Rae nous entretiendra sur l'avenir et la place du Canada dans un monde de plus en plus complexe, dans un monde en proie à des changements et des turbulences géopolitiques, dans un monde qui va subir peut-être la tempête de Donald Trump. M. Rae nous parlera notamment des délicates relations que nous entretenons avec les États-Unis et des priorités canadiennes à l'international. Et en conclusion, j'aimerais vous dire ceci. Pour celles et ceux qui croyaient que la diplomatie était une chose dépassée, pour ceux et celles qui pensaient que la diplomatie en français était une chose impossible,
Eh bien, nous voilà de retour. Monsieur Ray, à vous la parole. Alors, merci, Monsieur le député. J'invite maintenant Monsieur l'ambassadeur à venir me rejoindre à l'avant pour notre entretien d'une trentaine de minutes. Monsieur Ray. Je me suis préparé quelques questions. Et on a déjà couvert mon introduction, Monsieur le député. Vous avez fait référence au fait que Monsieur Ray est à la présidence du Conseil économique et social, qui est un organe fondamental dans le fonctionnement des Nations unies. Le troisième Canadien, vous l'avez dit, a occupé le poste de direction d'une des organes. Le premier Canadien des 65 dernières années a occupé un rôle aussi important. Parce que vous parliez de George Davidson et de Lester B. Pearson, c'était dans les années 50. Alors, encore une fois, toutes nos félicitations, c'est remarquable. Merci à vous. Première question. Question d'ordre général. Vous êtes arrivé aux Nations unies à l'été de 2020, en pleine pandémie, à la fin du premier mandat de Donald Trump. Il lui restait à peu près 6 mois. Vous êtes arrivé 18 mois avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'invasion formelle, parce qu'en réalité, l'invasion avait débuté 10 ans plus tôt, en 2014. Ma question est la suivante. Dans ces 4 années et demie que vous avez, pour lesquelles vous avez été ambassadeur, qu'est-ce qui a changé aux Nations unies? Parlez-nous de l'évolution des dynamiques politiques, soit à l'Assemblée générale ou dans les couloirs. Quel est le climat politique, le climat de travail en 2025, compte tenu de tous les objectifs identifiés par les Nations unies, mais des difficultés liées à l'ordre international, au populisme et à la compétition géopolitique? Merci pour la question, mais avant de répondre, je veux d'abord remercier M. Simard. Je n'ai pas reconnu exactement la personne que vous avez décrite, mais je suis certain que c'est un bon gars. Alors, je vous remercie beaucoup. Mais je voulais aussi dire à l'université jusqu'à quel point je suis heureux d'être ici avec vous tous et toutes. Et si je voulais dire quelques paroles sur mon amitié avec M. Mulroney. Je l'ai connu avant mon entrée dans la politique et la sienne aussi. On était les deux avocats. Et je l'ai rencontré au mariage de mon frère John à sa femme Phyllis à Montréal en 1976. Alors, tous parmi vous qui ont connu M. Mulroney, vous savez très bien qu'au moment qu'il décide que vous êtes OK, on peut bavarder avec vous. Il reste toujours un ami fidèle. Et je peux vous dire franchement que il était une de ces personnes qui était toujours là dans des périodes difficiles. M. Simard a parlé des échecs. Oui, je les reconnais. Mais il était toujours là au moment difficile personnel et au moment difficile politique. Et il faisait ça même si on n'était pas d'accord sur beaucoup de choses, on avait des différences d'opinion, etc. Mais au moment que j'étais élu comme Premier ministre de l'Ontario en 1990, c'était le premier de me téléphoner. Et pour me dire, il m'a dit en anglais, mais je vais le dire en français, il dit, Bob, est-ce que ça va bien? Oui, j'ai dit oui, on a eu une belle soirée hier soir. Il dit oui, absolument. Mais vous êtes, you're on the mountaintop. Vous allez descendre maintenant. Il avait complètement raison. Et on a lutté pour Charlottetown après Meach. On a fait un effort. On était ensemble pendant le référendum qu'on a perdu, et puis, on était là aussi pendant le prochain référendum qu'on a presque perdu et que c'était des moments difficiles dans la vie du Québec et dans la ville du Canada. Mais M. Mulroney, pour moi, était toujours un homme qui avait une vision qui était très large et une vision de générosité, une vision où
il voyait le Canada comme un pays qui pouvait toujours aller ouvertement dans le monde et en même temps être fidèle à ses racines et à tous les membres de la société canadienne et québécoise. Alors, pour moi, je suis très heureux même, en dépit du fait que c'est un conservateur. Moi, je n'étais pas conservateur. C'est le seul parti politique canadien que j'ai pas des membres. Mais il est un homme de taille et un homme d'importance pour le Canada et pour le Québec. Et c'est pour ça que j'ai accepté si rapidement l'invitation, même s'ils avaient dit, vous avez un choix entre l'automne et l'hiver, et on préfère que vous venez en hiver. J'ai dit, bien, OK. Mon pays, c'est l'hiver, hein, n'est-ce pas? Je pense que quand je suis arrivé à l'ONU en 2020, c'était au milieu du COVID, au milieu de la pandémie, et au milieu de New York, qui était le sein, effectivement, un des grands villes qui était vraiment touchée par la pandémie. Et je dois vous dire que j'ai trouvé que le monde était affecté tellement par le fait que on parle beaucoup de dire que nous sommes dans le même bateau, nous sommes dans la même situation, on est dans la même boîte. Mais effectivement, un délégué de l'Afrique m'a dit, Monsieur Ray, on n'est pas dans le même bateau. On est dans la même température. On est touché par les mêmes vagues. On est touché par les mêmes tempêtes. Mais nous sommes dans les différents bateaux. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est la réalité de notre monde. Vous avez, effectivement, vous êtes plus riche et vous pourrez trouver des vaccins. Et nous, on est pauvres et on n'a pas trouvé les vaccins. Alors, j'étais touché, j'étais affecté par cette discussion parce que ça m'a montré jusqu'à quel point le monde est divisé d'une façon économique et sociale. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles que j'ai choisi d'entrer dans un débat sur la question du financement du monde, du financement pour le développement social. Comment est-ce qu'on peut vraiment essayer de bouger le bateau de l'ONU vers certains ports plus positifs. Et quand on a parlé du problème qu'on a eu avec les 2 défaites dans le Conseil de sécurité, et je sais que vous voulez parler de ça, et on va retourner à cette question, que j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner quelque chose? Et bien, éventuellement, c'est possible qu'on peut se présenter comme candidat pour la présidence de l'ECOSOC. J'ai dit, bon, on va le faire, on va essayer, et on a réussi. Mais pour moi, c'était essentiel pour nous de retourner. Comme on dit, il faut remonter le cheval. C'est on dit en anglais, c'est une expression. Je peux le dire en français. Même en français brutal, je peux le dire. Qu'il faut remonter le cheval. Il faut, quand on ne réussit pas, il faut retourner. Et l'avantage de l'ECOSOC, c'est qu'il n'y a pas de veto. Il n'y a personne qui a un veto. Alors, on est tous égaux. Et c'est pourquoi je crois que c'est important, c'est un moment important pour nous de retourner à parler directement de ce qu'on peut faire. L'autre grand moment, c'était, comme vous l'avez dit, l'agression contre l'Ukraine par les Russes. Et maintenant, le troisième, le plus difficile, à mon avis, effectivement, pour nous, le Canada, c'est l'arrivée de M. Trump comme président encore une fois. Et cette fois-ci, c'est différent. C'est plus sévère, c'est plus difficile. Mais c'est difficile pour le Canada, mais c'est important d'insister que c'est plus difficile pour beaucoup de pays. Et on commence à le voir. Les coupures dans la santé internationale, les coupures contre les réfugiés, les coupures contre l'assistance pour tous les gens, les coupures pour l'ONU comme organisation. Ça cause beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Mais même plus que les coupures qui sont difficiles,
il faut comprendre une chose, c'est que depuis 1945, la division la plus importante à l'ONU, c'est entre les pays permanents qui ont un veto et qui effectivement peuvent contrôler les activités de l'organisation. Et tous les autres membres. Au commencement, il y avait 5 avec le veto, il y avait 47 qui n'avaient pas. Maintenant, il y a 5 avec le veto et 198 qui n'ont pas. Alors, ça, c'est beaucoup. C'est à cause de la peine, c'est à cause de difficultés. Et l'importance du veto, ça veut dire que quand M. Trump menace n'importe qui, le Danemark, le Panama, le Canada, il n'y a personne qui peut faire grand chose. Personne ne peut faire. L'ONU ne peut faire grand chose parce qu'il a le pouvoir du veto. Même chose avec la Russie. Contre l'Ukraine, ils étaient dans la chaise, ils étaient dans la présidence du Conseil de sécurité au moment que la Russie a attaqué l'Ukraine. Alors, et voilà, le Conseil de sécurité n'avait pas pu faire grand chose. Et la Chine, c'est la même chose. Alors, c'est plus même le P5, parce que, et j'ai dit à mes amis français, s'il y en a qui sont là, malheureusement, le veto n'est pas tellement important pour la France ni pour les Britanniques. Mais pour les Chinois, les Russes et pour les Américains, c'est très important. Et ça veut dire qu'effectivement, la capacité de l'ONU de répondre directement avec force, avec la capacité de faire des choses spécifiques et concrètes, est bien minimisée par la structure de l'ONU. Et ça, c'est un problème qui reste. Et pour moi, ça reste toujours une des grandes choses parce que les gens me disent, « Ah ben, M. Ray, vous donnez des discours, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire. » Je dis, mais c'est pas impossible de faire des choses, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Ouais. Et ça, c'est le problème que nous avons toujours. Parlons de la défaite du Canada au Conseil de sécurité. Voilà, vous avez dit. Vous êtes arrivé en poste quelques semaines après la défaite du Canada dans sa course pour obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité pour une période de 2 ans. Le Canada a été battu par l'Irlande et la Norvège. C'était la 2e fois consécutive que le Canada perdait dans le cadre d'une campagne. La fois précédente, c'était en 2010, à l'époque du gouvernement de Stephen Harper. Quel est, selon vous, le principal problème pour le Canada à obtenir un siège? Et ma question plus fondamentale que vous n'aimerez peut-être pas est la suivante. Est-ce que c'est si important que ça pour le Canada d'être au Conseil de sécurité? Et est-ce que c'est si important que ça pour le Canada que de jouer un rôle plus important sur la scène internationale? Il y a un peu de provocation dans la question. Vous n'êtes pas agent provocateur. Non, pas du tout. Pas du tout. Laissez-moi répondre à la deuxième question. D'abord, j'ai conclu moi-même que chercher un siège sur le Conseil de sécurité, ce n'est pas tellement important. Et je vais vous dire pourquoi. On le voit maintenant avec les événements que je viens de décrire. Je ne vais pas répéter. Mais on voit que le Conseil de sécurité n'a pas pu intervenir dans aucun de ces cas. Alors pour moi, je n'ai pas beaucoup d'intérêt personnel à passer mon temps à travailler fort et toujours où quelqu'un d'autre a un veto. Ah ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donner des beaux discours, mais à la fin, je ne peux pas contrôler la décision. Le Canada ne peut pas contrôler la décision. Mais jouer un rôle important dans le domaine international est différent que chercher un siège au Conseil de sécurité. Ce sont 2 choses différentes. Et c'est pourquoi moi, j'ai suggéré avec mes collègues à New York, à Ottawa, de dire, allons faire d'autres choses pour avoir une influence importante sur les événements au sein de l'ONU et au sein du système international. Et c'est ce que j'ai essayé de faire.
Et c'est ce que nous avons fait, et c'est là où nous avons mis nos efforts. Ça, c'est important. Parce que nous pouvons jouer un rôle positif dans tous les événements, le financement du développement, l'effort d'aller au-delà de nos divisions, d'aller au-delà de nos différences, de pouvoir parler avec les pays africains, de pouvoir travailler avec les pays qui sont en voie de développement et d'avoir des discussions franches de comment est-ce qu'on peut vraiment améliorer la situation où ils sont. Là, on peut faire quelque chose. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous avons perdu les sièges. On n'a pas gagné les deux efforts qu'on a faits. Mais pour moi, la plus grande raison, il y a deux choses, un peu techniques. D'abord, parce que nous venons d'un groupe qui s'appelle l'Europe de l'Ouest et d'autres. Eh bien, nous, on est d'autres. Eh bien, si on lutte contre deux pays européens, les Européens vont appuyer des Européens. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, je pense le plus difficile, c'est qu'on a choisi trop tard d'entrer dans la course. Les deux fois. On est arrivé au milieu. Et dans les votes, il y a beaucoup de cas où les pays disent « Ah ben, j'aimerais voter pour vous, mais je ne peux pas parce qu'on a promis le vote à quelqu'un d'autre. » Alors, ça explique un peu, je pense, les choses. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas exagérer ces deux défaites. Et à part de répondre à vos questions, et comme beaucoup d'autres journalistes et d'autres qui me posent la même question, ça ne me trouble pas. Alors, si ça ne vous trouble pas, permettez-moi de revenir sur Donald Trump. Ça me trouble. Donald Trump a une politique étrangère qui est prédatrice. Il a une politique étrangère qui cherche à asservir les alliés comme ce qu'on appelait, il n'y a pas si longtemps, les ennemis des États-Unis. Vous avez accordé un entretien à Yves Boisvert dans la presse il y a une semaine et demie ou 2 semaines, et vous lui disiez la chose suivante, et je vous cite. « Il ne faut pas sous-estimer la gravité de la situation. Il faut que nous prenions conscience du changement fondamental dans la position d'un allié sur lequel nous avons toujours pu compter. » Ma question est la suivante. Dans un contexte où, on le voit bien, là, nous sommes plus dépendants des États-Unis que jamais pour notre sécurité et notre prospérité, qu'est-ce que le Canada doit faire au cours des 4 prochaines années, mais aussi au cours des 10 prochaines années? Est-ce qu'on doit chercher par tous les moyens à limiter les dégâts et attendre que cette espèce de période chaotique à Washington se termine? Ou est-ce qu'on doit dès maintenant mettre de l'avant des grands projets nationaux canadiens pour assurer notre souveraineté, notre autonomie stratégique dans le domaine du commerce, dans le domaine politique, dans le domaine numérique et aussi de la défense? Qu'est-ce qu'on doit faire, M. l'ambassadeur? Ah ben c'est un défi. Il faut l'admettre. D'abord, il faut dire que M. Trump est quelqu'un qui pousse en avant les intérêts de son pays. Et on peut dire, écoute, c'est normal. C'est ce que font tous les premiers ministres, tous les politiciens, disent que c'est mon pays que je vais mettre en avant de tout. Mais la différence est que il y a des pays qui disent et qui font ça, mais dans le contexte d'accepter un ordre international où il y a des lois, des organisations, des relations, où il y a des traités, il y a toutes sortes de limites sur la souveraineté. La souveraineté, si je peux dire, au Québec, c'est toujours une question primordiale, mais la souveraineté n'est jamais absolue, parce que la souveraineté est toujours limitée par les relations. Quand on se marie, on n'est plus souverain. C'est le cas. On est dans une relation qui limite la souveraineté. Je suis d'accord avec vous. Oui, voilà. Bonne idée. Sa femme est là, je pense.
il faut être, c'est clair. Et c'est pourquoi que la différence de l'autonomie exprimée par M. Trump, c'est une autonomie qui dit que l'Amérique est exceptionnelle. L'Amérique, on a même l'expression de l'exceptionnalisme américain, qui veut dire que l'Américain a une certaine mission dans le monde, une certaine mission historique, qui veut dire qu'ils vivent à part de l'histoire et à part des autres relations. Et ça, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que nous ne sommes pas affectés par les mêmes lois, par les mêmes disciplines. Et pour moi, il faut comprendre que l'importance de la justice comme idée, c'est que n'importe quelle religion d'où nous venons, nous acceptons un ordre qui est au-delà de nous. Nous acceptons le fait que la loi est plus importante que nous. Et que nous acceptons un certain degré ou le fait que la loi internationale est une chose qui est vraie, qui est réelle, qui existe. Et en écoutant M. Trump, et je l'ai étudié de près, j'ai lu beaucoup de ses discours, j'écoute toujours de près, je ne vois pas qu'il accepte ces idées-là. Parce qu'il dit non, la présidence ou l'Amérique, l'État, c'est tout. Et quand il est en train de parler de la loi en ce qui concerne sa présidence, il dit non, je ne suis pas limité par la loi. Si je le dis, ça c'est la loi. Ah ben, c'est pas le monde que je comprends. C'est pas le monde que j'ai pris toute ma vie pour lutter pour un monde qui est un peu différent de ça. Alors, c'est pourquoi je dis, il faut parler honnêtement de nos différences avec ces idées. Au même temps, nous devons reconnaître que nous sommes devenus, comme pays, très dépendants sur l'économie américaine, sur les dépenses américaines, sur la société américaine, en beaucoup de moyens, beaucoup de façons. Et c'est pourquoi nous devons, je pense, un peu, en réponse à votre question, nous devons faire un peu des deux. C'est pas choisir. Nous devons essayer de nous débrouiller avec les problèmes que nous avons. Et c'est pas facile. Et c'est à nos gouvernements d'essayer de trouver un moyen de convaincre les Américains que c'est pas dans leur intérêt de mettre un tarif de 25% ou même de 10%. C'est illégal parce qu'ils ont signé un traité disant non, on ne va pas faire ça. Nous aurons le libre-échange entre nos deux pays. Mais on doit faire ça et en même temps, nous devons considérer la possibilité d'autres moyens de nous gérer dans le monde. Et je pense que ça, c'est essentiel. Mais il faut comprendre, comme Canadiens, que ça va exiger encore de l'effort et encore du travail pour nous de trouver de nouvelles possibilités. Et je pense que c'est ça la tâche essentielle qui est devant nous maintenant. Et c'est pas facile. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que c'est essentiel pour nous de travailler avec nos amis, avec les Mexicains, avec les Européens, avec d'autres pays qui sont affectés. On ne peut pas penser que l'Amérique, c'est tout. C'est le seul problème. Nous devons travailler avec d'autres parce qu'on ne peut pas devenir isolés nous-mêmes en luttant contre l'impact de l'isolation américaine. Vous êtes président, on l'a dit tout à l'heure, du Conseil économique et social des Nations unies. Et donc, vous avez pour mission, entre autres, de promouvoir la réalisation des 17 objectifs du développement durable, les fameux ODD de l'agenda 2030 des Nations unies. Plusieurs pays sont très en retard par rapport aux cibles qui sont les leurs. Le contexte géopolitique est difficile. Donald Trump a, par décret, décidé d'annuler, par exemple, le Green New Deal de l'administration Biden. Et donc, dans le contexte actuel, comment est-ce qu'on peut, lorsqu'on est ambassadeur aux Nations unies,
président du Conseil économique et social, convaincre les autres grands pollueurs de la pertinence de poursuivre la transition énergétique vers une économie verte et durable, quand le principal pollueur et la première puissance mondiale dit « Je ne crois pas à ça, moi, c'est le pétrole qui m'intéresse ». Donc, comment est-ce qu'on fait pour aider les États à parvenir aux objectifs ODD dans le contexte actuel? Écoute, d'abord, il faut dire, les ODD sont des bouts, des choses pratiques et positives pour le monde. Mettre fin à la pauvreté, mettre fin à la famine, donner de l'éducation à tout le monde, assurer la santé de tout le monde. Ce sont tous des bonnes idées et ce sont tous des objectifs que nous pouvons partager. Mais ce n'est pas une idéologie, c'est seulement le bon sens de l'humanité que nous pensons qu'on doit avancer. Mais on doit admettre que des fois, l'ONU est comme nous, comme personne. Des fois, nous promettons plus que nous pouvons faire. Et ce n'est jamais une bonne idée. C'est beaucoup mieux de promettre moins et de faire plus. Ça, c'est un des conseils que je donnerais à n'importe quel politicien. Il faut promettre moins, il faut faire plus pour gagner la crédibilité et la confiance du public. Et c'est essentiel de le faire. Et le contraire, ça va vous causer des ennuis permanents. On le voit toujours, on le voit partout. Et c'est un des problèmes de l'ONU. On promet trop et on est capable de livrer moins. Alors, apprendre quelque chose de cette réalité. Au même temps, nous avons, je pense, deuxième point, je dirais, que pour les pays en voie de développement, surtout les grands pays industriels comme la Chine et comme l'Inde, l'Indonésie en Asie, etc., l'Afrique du Sud, la raison pour laquelle ils vont chercher un avenir plus vert, c'est la même raison pour laquelle nous avons choisi nous-mêmes. C'est moins polluant. Et la pollution, à Nouveau-Delhi, la pollution est si mauvaise que les gens ne peuvent pas respirer. Alors, par nécessité. Hein? Par nécessité, il faut attaquer, il faut faire face au problème. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et la tournée envers le vert, à mon avis, est là. Ça va continuer, ça ne va pas arrêter. Et n'importe quel roi Canute ne peut pas l'arrêter. Et je pense qu'il faut avoir confiance que c'est le cas. Troisième point, c'est qu'il faut trouver les moyens de continuer de financer ce changement, cette tournée, parce que la tournée est tellement importante pour l'avenir du planète. Mm-hmm. Et le changement climatique n'est pas une idéologie. Le changement climatique n'est pas une expression de foi religieuse. Le changement climatique, c'est un fait, c'est une donnée, c'est quelque chose qui existe, c'est réel, qui aura des conséquences sévères pour les générations à suivre. Alors, on n'a pas de choix. Et c'est ce que nous devons convaincre les gens en Amérique, un pays partout. Mais nous devons trouver les moyens de financer ce changement. Pour les 10 ou 12 minutes qui nous restent, je propose d'ouvrir la discussion au public. Si vous avez des questions pour M. l'ambassadeur, n'hésitez pas. Il y a des micros à votre disposition. Cela étant dit, il y a 2 règles à l'exercice. La première, prière de limiter au minimum le préambule. La deuxième, prière de poser une seule question à M. Ray. La parole est donc à vous. N'hésitez surtout pas. La parole est à vous, monsieur. Oui, bonjour. Alors, merci d'être là. Question, au vu des sondages récents en Alberta, où on voit que près de 30% de la population pourrait être favorable à une annexion des Américains,
au vu de ce que vous avez mentionné aussi concernant ce cher Trump, est-ce que le Canada est dans une situation critique? Est-ce qu'on est, au vu aussi du contexte politique dans lequel on est extrêmement vulnérable actuellement, est-ce que, moi, ma lecture, c'est qu'il y a un danger réel? Et je voulais vous entendre là-dessus, au-delà de, je comprends, d'être le plus positif possible. Si vous aviez à être cru, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Merci pour la question. Les différences d'opinion au Canada sont un aspect permanent de notre condition comme pays. C'est ce que nous sommes. Et nous sommes toujours un pays qui est marqué par les différences de culture, différences de langue, de religion, de géographie, de l'intérêt économique différent. Et ça a été toujours le cas. Dans mon étude de l'histoire canadienne, quand j'étais plus jeune, c'était un aspect un peu, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous avons difficulté à comprendre, jusqu'à quel point nous avons des différences d'opinion. Je me souviens quand je suis devenu Premier ministre de l'Ontario en 1990, l'appui pour la séparation, pour l'indépendance du Québec, c'était à peu près à 60%. C'était un moment de crise. On aurait pu dire, mais Canada, c'est fini. Mais non, il faut pas lâcher. C'est pas seulement une question de l'opinion publique. Et moi, je suis un survivant de cette réalité, c'est que l'opinion publique change. Et les gens changent d'opinion quand ils sont présentés avec différentes possibilités, quand on leur donne l'opportunité d'une période de réflexion. Est-ce que c'est ça que vous pensez? Quelles sont les autres alternatives, etc. Alors pour moi, je pense que nous vivons dans une période difficile de notre vie nationale, notre vie comme pays, mais il faut pas lâcher et il faut jamais perdre l'espoir dans les possibilités que nous avons comme pays. Nous sommes un pays riche dans nos ressources naturelles. Nous sommes un pays qui a un très haut niveau d'éducation en général. Nous avons un niveau d'éducation qui, franchement, tout le monde voit le Canada et dit, écoute, vous êtes dans une condition très, très favorable. Nous sommes un pays qui continue d'attirer les gens autour du monde qui veulent venir au Canada. Pourquoi est-ce qu'ils veulent venir au Canada? Parce que nous sommes un pays qui est devenu très prospère et un pays qui est aussi, je le dis, c'est pas une question partisane, une question ouverte, libérale d'idées, de générosité et avec une vigueur, avec une jeunesse qui reste toujours importante dans la vie du monde. Alors, c'est pourquoi il ne faut jamais dire que le Canada est en difficulté et qu'est-ce qu'on va faire? On doit nous attacher à un autre pays. Jamais. Il n'y a aucune raison pour nous de le faire. Et le fait que le président des États-Unis continue de répéter que vous pouvez devenir le 5e maintenant, j'ai aucun intérêt à faire ça et je ne pense pas que ce n'est pas le cas. Et l'autre chose que je dirais, que une des grandes choses qui définit le Canada, il ne faut jamais l'oublier, c'est la réalité du Québec et le fait que nous sommes un pays bilingue et nous sommes un pays qui respecte les différences. Et qu'il y a non seulement une tolérance pour les différences, mais qui célèbre les différences. Et c'est ça une chose essentielle de notre pays. Alors j'ai beaucoup de confiance dans l'avenir de notre pays, de l'avenir du Canada, mais ça exige toujours un effort. On doit continuer de travailler ensemble. Et on ne va jamais accepter la défaite ou ceux qui disent le contraire. Moi, je vais continuer de faire. Au moment que je peux continuer, je vais continuer de lutter pour le Canada. Comme disaient les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, « Keep calm and carry on ». Yeah, and Churchill said, when you're walking through hell, keep going. Madame, la parole est à vous.
Donc, bonsoir. Moi, je m'appelle Marjorie Lacletienne. Je suis d'origine haïtienne. Donc, je pense qu'à ce que vous faites aux Nations Unies par rapport à Haïti, je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu sais, mettons la position d'alliés et tout, puis les espèces Désolée, je suis un peu nerveuse et tout, là, comme individu. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Cela dit, il y a un petit pincement au cœur qui est arrivé il y a un an environ, là, dans le sens, quand, mettons, on parle de crise mondiale, il y a surtout ce qui se passe entre Israël puis la Palestine. Puis je trouve que c'est assez étonnant que vous l'avez pas abordé, étant donné qu'il y a quand même des démonstrations de masse, puis que, tu sais, pour la première fois, en fait, tu sais, il y avait quand même 120 appuis qui étaient comme soit une abstention, un refus, justement, soit de condamner les colonies illégales ou, tu sais, admettons, justement, de confirmer un État palestinien. Mais récemment, justement, vous avez voté sur des résolutions qui étaient quand même assez positives par rapport à la Palestine. Puis honnêtement, je vous en remercie. Là. Je trouve que c'est vraiment une évolution au niveau de la politique canadienne qui s'est passée à ce niveau-là. Cela dit, quel conseil vous donneriez à ce niveau-là? Tu sais, je pense qu'il y a une crise mondiale. On le voit dans les médias sociaux, on le voit à la télévision, que ce soit LCN. Il y a des politiques qui sont de plus en plus... Quel conseil, pouvez-vous reformuler la question? Oui, quel désolée. conseil vous aimeriez quel conseil, justement, au niveau de votre position en tant qu'ambassadeur de l'ONU, en tant que nous, Canadiens, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ce qui est la crise humanitaire? OK, très bien. Exact. Donc, Très bien. c'est OK. pas mal ça. Puis, il y a aussi le fait de la position que Benjamin Netanyahu, c'est un criminel de guerre. Là. Donc, est-ce que le Canada peut... être un petit peu plus fort à ce niveau-là, puis possiblement se distancer de la position américaine là-dessus. Merci pour votre question. Merci. Si je peux me permettre, je n'ai posé aucune question sur le conflit israélo-palestinien. Peut-être qu'il aurait pu y avoir place à une telle question. Monsieur l'ambassadeur. Oui, je suis très heureux d'y répondre. Et d'abord, je dois vous dire, je vous remercie pour avoir suivi de très près tous nos votes et tout ce que j'ai dit. C'est important de voir et que vous avez vu une évolution. Oui, on a vu une évolution. D'abord, pourquoi? Dans un sens, la position du Canada n'a jamais changé. Nous avons toujours été en faveur de deux États, c'est-à-dire d'un État palestinien et de l'Israël. Et c'est pourquoi nous avons voté pour l'indépendance d'Israël en 1948, mais quand on l'a fait, on a voté aussi en faveur de la partition de l'ancien État de Palestine, ou la colonie de Palestine, qui était sous l'administration du Britannique. Depuis l'attaque de Hamas, et c'est pas seulement moi, quand je dis moi, je dis non, c'est parce que le vote que je fais, ce sont des votes du Canada. C'est pas moi qui invente les votes, c'est les votes qui viennent d'une discussion difficile et détaillée à Ottawa. Et ce sont des discussions importantes. Et M. Trudeau et Mme Joly, nous, les trois et tous nos équipes, nous avons d'abord insisté que c'était important pour l'ONU de reconnaître qu'il y a eu une attaque illégale par Hamas sur la population israélienne qui était une attaque terrible et épouvantable. Mais au moment que la guerre a commencé, et on a vu jusqu'à quel point la population civile de Gaza a été terriblement affectée par la guerre, nous avons commencé à insister sur un deuxième point important, c'est l'importance d'un cessez-le-feu. Et alors, ça veut dire que le texte, c'était en octobre, en décembre, on a voté en faveur d'un cessez-le-feu avec toutes les explications qu'on a faites. Et la position a continué. Nous sommes dans un moment difficile en Gaza parce qu'on a un premier cessez-le-feu qui est accepté. Mais la deuxième phase, on ne sait pas si ça sera accepté par les deux parties. Et j'espère que ce sera le cas. Mais on doit comprendre que le Gaza ne peut pas devenir une colonie israélienne. Ça ne va pas marcher. Nous devons insister sur les deux États. Un État palestinien qui vit à côté, en paix, avec un État israélien qui existe en sécurité et en paix.
Et c'est là la position canadienne. On n'est pas en faveur des colonies illégales. On n'est pas d'accord avec les attaques contre les civils. Et nous insistons sur l'importance de reconstruire le Gaza et de reconstruire un État palestinien qui peut vivre avec prospérité et dignité. Et ça, c'est la position canadienne, et c'est ça la position que je vais continuer d'exprimer. Je refuse d'accepter la notion que la fin de l'État israélien est acceptable. Non, ce n'est pas acceptable. Nous respectons l'indépendance d'Israël, mais nous insistons que cette indépendance ait lieu en conformité avec la loi internationale et en conformité avec l'existence d'un État palestinien. Et c'est ça la position du Canada. Et je dois vous dire, c'est la même position que M. Mulroney a pris quand il est Premier ministre du Canada dans les années 80. Exactement la même position. Merci. Merci. Catherine, est-ce qu'on a encore le temps pour une question? Une seule question. Qui est au micro en premier? Monsieur, la parole est à vous. Oui, James Thwaites. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président, je reviens sur la question de notre voisin du Sud et j'ai l'impression que donc, plusieurs des interventions qu'on entend aujourd'hui, on personnalise beaucoup autour de cet individu. Cependant, derrière cet individu, il y a plusieurs éléments. Au niveau populaire, Proud Boys, toute une série d'organisations de base. Et au niveau du sommet, une organisation qui s'appelle l'American Heritage Foundation, qui est une organisation très puissante, et ça depuis le début au moins du régime Reagan. Bref, j'ai l'impression qu'on peut, si on s'attaque effectivement à l'image de l'individu, qui est certainement une façon de faire, on oublie le reste et on se met dans une situation un peu plus faible, au moins du point de vue de compréhension, sans parler de l'action par la suite. Merci. Vous avez complètement raison, et je suis d'accord. C'est pas c'est pas une question de la personnalité d'un individu. C'est une question d'un mouvement, et comme j'ai dit avant, c'est un mouvement qui n'est pas nouveau aux États-Unis. Ni, franchement, il y a des mouvements au Canada qui disent que nous n'acceptons pas le bilinguisme ou nous insistons sur un certain degré d'isolation du Canada ou nous sommes contre ceci ou contre cela. C'est pas seulement, excusez-moi, c'est pas seulement les Américains qui ont de telles positions. Je suis un grand ami des États-Unis. Je suis quelqu'un qui croit dans les États-Unis. J'ai vu la générosité de cette société. J'étais jeune étudiant aux États-Unis. Je connais la société américaine. Mais maintenant, il y a des forces, comme vous dites, qui vont au-delà de ces idées, qui vont dans une façon différente de ces idées. Et c'est ça qui me cause de difficultés. Et c'est ça qui me trouble beaucoup de la situation où nous sommes. Et c'est pourquoi je pense que nous devons reconnaître que le paradigme qui est représenté par la présidence de M. Trump est un paradigme qui est différent des paradigmes qu'on a vus avant. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut être sérieux de notre réponse. Et jusqu'à quel point c'est un point difficile pour le Canada. Merci. Merci. Écoutez, c'est ce qui met un terme à la période de questions. Monsieur l'ambassadeur, merci infiniment pour cet échange avec vous. Beaucoup. C'était honnête, c'était clair. Merci infiniment. Je vous invite à rester à votre place. J'invite, vous me recevez? Oui. J'invite enfin Mme Catherine Vallière-Roland, mairesse suppléante et responsable des relations internationales à la Ville de Québec, à prendre la parole. Bonsoir. Alors, c'est un grand honneur et un grand privilège pour moi de vous adresser quelques mots en conclusion de cette conférence.
Alors, j'aimerais effectivement, moi aussi, remercier, souligner la présence, bien sûr, de Monsieur l'ambassadeur, de Monsieur le consul général de France, Monsieur le député, Madame la rectrice, Monsieur le directeur de l'École supérieure d'études internationales, à tous les représentants également du ministère des Relations internationales et de la francophonie qui sont un partenaire très important dans le développement de ces conférences. Également, Monsieur le Président directeur général de Québec International et à vous tous qui êtes très nombreux ce soir. Alors, Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais vraiment vous remercier chaleureusement, au nom de la Ville de Québec, mais également au nom des partenaires qui sont ici ce soir, d'avoir accepté de lancer donc cette grande série de conférences Brian Mulroney. Vous nous avez offert une perspective qui est à la fois lucide, qui est réfléchie et qui est pragmatique sur ce que l'on commence à qualifier, et vous l'avez bien mentionné, de changement de paradigme ou encore de changement d'ordre mondial. Alors que nous faisons face à des crises climatiques qui sont, on le sait, répétées, de plus en plus fréquentes, à d'importants déplacements également de population, à l'augmentation des conflits armés, à la croissance des inégalités et des tensions commerciales et géopolitiques, le multilatéralisme est mis à rude épreuve et vous avez bien raison de le souligner. Il est important pour nous d'en prendre conscience. Et donc, le monde a besoin plus que jamais d'hommes et de femmes courageux tels que vous pour se tenir debout et opposer au chaos la stabilité, la cohérence et la solidarité. C'est ce à quoi nous nous employons tous les jours. Et je suis de votre école, Monsieur Ray, et choisirai toujours la proactivité à la résignation. Le maire de Québec mentionnait justement la semaine dernière qu'à la haine, nous avons le devoir de proposer le meilleur de nous-mêmes. Vous en êtes le témoignage éloquent, Monsieur Ray, et nous repartons de cette soirée avec la conviction qu'il ne peut y avoir d'autre voie que celle de l'empathie et du dialogue. Alors que plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes, il est primordial que les municipalités contribuent à la recherche de solutions locales aux enjeux globaux que nous vivons actuellement. Il est impératif que les villes contribuent également à cet effort concerté des autres ordres de gouvernement, au Canada des provinces, également du gouvernement canadien, en faveur de la dignité, en faveur des droits humains et de la paix, des valeurs et des principes qui sont au fondement même du système des Nations unies que vous représentez. La Ville de Québec répondra présente, partant de la prémisse que de la noirceur naît la lumière. Monsieur Ray le disait tout à l'heure avec beaucoup de justesse. Il y a de nouvelles possibilités, il y a de nouvelles opportunités à saisir. Le repli sur soi, on le sait, n'est pas une option. Et il va falloir garder la tête froide, promettre moins, en faire plus, pour garder la confiance des citoyens, garder la confiance également des entreprises pour faire face à cette situation. Et lorsque je vous vois aussi nombreux dans cette salle, ça me rend optimiste pour la suite des choses, parce que les élus seuls ne réussiront pas à accomplir les changements que nous aurons à accomplir dans les prochaines années. Alors, sur ces mots, je souhaite beaucoup de succès aux grandes conférences Brian Mulroney, Madame la rectrice. Merci à nouveau, Monsieur Ray, pour votre générosité, pour vos lumières, ainsi qu'à tous ceux qui ont organisé cette conférence. Bonne soirée. Merci, Madame Vallière-Roland. C'est ce qui met fin à la toute première grande conférence Brian Mulroney. Ça s'est bien passé? Merci encore pour votre générosité, pour votre clairvoyance. Merci pour votre gentillesse. Et quant à vous, cher public, revenez-nous cet automne pour la deuxième
grande conférence Brian Mulroney. Sur ce, j'invite les différents intervenants à quitter vers l'atrium au rez-de-chaussée et à la suite donc des intervenants, oui, nous pourrons tous et toutes quitter pour nous rendre, nous aussi, au cocktail en bas ici à l'atrium. Donc, je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Merci encore d'être venus et longue vie aux grandes conférences, Brian Mulroney. Merci.